Situation apparemment plus calme et apaisée donc en Nouvelle-Calédonie, mais des quartiers qui restent encore hors de contrôle. Sur place, des habitants commencent à manquer de tout, certains de nourriture, de médicaments. Ce serait bien d'ailleurs qu'on ait des nouvelles. Je ne sais pas si vous avez pu avoir des nouvelles de la personne dont on n'a pas donné le nom hier, Olivier Guénec, et dont on a préservé l'anonymat, qui était marseillaise manifestement, qui était avec une de ses amies marseillaises. Vous avez eu des nouvelles depuis hier ? J'ai eu des nouvelles, mais malheureusement, je ne peux pas le dire à l'antenne, Pascal. Voilà. D'accord. Vous, effectivement, il faut respecter, bien sûr, pour sa sécurité, la sécurité de ceux qui nous appellent. Sur place, donc, des habitants commencent à manquer de tout, je le disais. Vous allez pouvoir réagir aux propos de Christiane Taubira, qui a dit « Un peuple en ces lieux refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre, ou simplement de se faner, de renoncer à lui-même. Ils sont ainsi les peuples attachés à leurs racines, leur culture, leur mythe, leur histoire. » Je m'amuse, si j'ose dire, que pour l'extrême gauche, on a le droit de dire cela pour le peuple, en l'occurrence kanak, dont Madame Taubira parle. Mais imaginez cette phrase dans la bouche d'un homme blanc qui vivrait en France. Un peuple en ces lieux refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre, ou simplement de se faner, de renoncer à lui-même. Ils sont ainsi les peuples attachés à leurs racines, leur culture, leur mythe, leur histoire. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Si un blanc disait ça sur le territoire de France, si un blanc disait ça, et à juste titre d'ailleurs, il serait, on dirait, mais monsieur, vous êtes un odieux raciste. Vous êtes un odieux antisémite, pourquoi pas, mais surtout un odieux raciste, un homme d'extrême droite, un homme dangereux. Donc, c'est à géométrie variable. Je souligne simplement que pour l'extrême gauche, le xénophobe, lorsqu'il attaque l'homme blanc, il est permis. Il est autorisé. Le xénophobe, on l'aime bien d'une certaine manière. C'est en tout cas ce que me dit, ce que je crois comprendre avec les propos de Madame Christiane Taubira. On ne sort de l'histoire coloniale, de l'empire colonial, on s'en sort que par la rupture, a-t-elle dit. Bon. Est-ce que ces propos vous choquent, bien sûr, alors que des Français sont victimes de racisme anti-blanc, risquent leur vie en ce moment même? Je vous propose d'écouter Jacques Médecin, qui est habitant de la Nouvelle-Calédonie, invité de Dimitri Pavlenko ce matin. Des propos racistes, mais ça, on en subit tous, quelle que soit notre couleur de peau, malheureusement. Mais des propos très durs, racistes, en disant tu vas partir de la Nouvelle-Calédonie, sinon ça va mal se passer pour toi. Des choses comme ça, bien entendu. Bon, c'est ce que nous disaient également hier des personnes que nous interrogions. On va écouter une nouvelle fois Jacques. C'est pas Jacques médecin, c'est Jacques virgule. Il est médecin, voilà. Bien sûr. Il est habitant de la Nouvelle-Calédonie. Il était invité de Dimitri Pavlenko ce matin et je vous propose de l'écouter à nouveau. Il y a des gens qui ont plus grand chose à manger. Moi, j'ai de la chance. Je n'avais pas fait de prévision particulière, mais j'ai encore 2-3 jours de provision devant moi. Mais je sais pertinemment que si le circuit de distribution n'est pas rétabli dans les 2 à 3 jours, je vais commencer à souffrir. Ça, c'est certain. Oui. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont dans des situations bien plus critiques que moi. Et puis Nicolas Dupond-Aignan a réagi à un président de Debout la France. Il était l'invité de Romain Desarbres sur CNews et sur Europe 1 et il a rebondi précisément sur la phrase de Christiane Taubira. Christiane Taubira est raciste. Elle est raciste. Elle a une conception identitaire. Et ce sont les mêmes... À géométrie variable. Et ce sont les mêmes. Ce qui est quand même fascinant, c'est qu'à l'Assemblée nationale, j'ai entendu des députés de la France insoumise qui veulent faire voter les étrangers en France aux élections locales et qui se réjouissent que quelqu'un né après 1998, ça fait 25 ans presque, ne puisse pas voter. Qu'il soit d'ailleurs kanak, un jeune kanak. Et on parle bien de français. Mais français. On parle de français, par exemple d'école de Paris. Mais qu'il soit kanak, mélanésien, blanc, jaune, vert, puisque c'est très mêlé là-bas. Donc en fait... on cherche à intimider la République, on cherche à intimider les Français. Son analyse, me semble-t-il, n'est pas tout à fait fausse à M. Dupond-Aignan. Nous sommes avec Luc, qui est chef d'un quartier dans l'agglomération de Nouméa. Bonjour Luc, et merci d'être avec nous. Il est 11h26 ici en métropole. Quelle heure est-il chez vous ? Bonjour Pascal, il est 20h26 actuellement. Je voulais savoir, d'abord, est-ce qu'on dit que la situation est apaisée ? Est-ce que c'est une réalité ?
C'est difficile à dire puisque chaque jour on nous annonce des forces de l'ordre qui devraient venir nous secourir et on les voit. On découvre sur le terrain que ces forces de l'ordre n'arrivent pas. Ensuite, il y a une pression très importante par la cellule de coordination des actions de terrain qu'on pourrait plutôt appeler cellule de coordination des actions terroristes, puisqu'en fait on a affaire à des actes terroristes qui détruisent tous nos commerces, toutes nos entreprises et qui annoncent très clairement sur les réseaux sociaux et même physiquement devant les barrages qu'ils ont l'intention de détruire les quartiers résidentiels, de brûler nos maisons, de tuer nos familles. Donc aujourd'hui, on se sent pleinement abandonné par l'État. L'État qui nous a pourtant expliqué pendant des années qu'il allait s'assurer de notre sécurité. On avait dernièrement le haut-commissaire qui nous disait « Faites confiance aux services de l'État, restez chez vous, laissez faire les forces de l'ordre ». Eh bien, figurez-vous qu'on a les forces de l'ordre qui viennent sur les barrages qu'on a dû ériger pour nous protéger dans notre quartier et qui nous disent surtout faites tout ce qu'il faut pour vous protéger parce que nous on est complètement débordés. On n'a plus de moyens. J'ai même eu une gendarmerie qui m'appelait, qui me demandait des conseils pour aller récupérer des grenades dans le nord de l'île parce qu'il y a des problèmes de circulation. Figurez-vous qu'ils vont tout au nord de l'île récupérer des grenades en hélicoptère. C'est complètement anarchique en termes de réaction de l'État. Luc, ce que je vous propose, c'est qu'on va marquer une pause. On va écouter le flash de 11h30. Restez évidemment avec nous. Dans moins de 5 minutes, on continue la conversation. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Tout de suite. C'est férié d'ailleurs aujourd'hui, la Pentecôte. Maintenant, non, ça ne l'est plus, je crois. Non, c'est plus un jour férié. C'est la journée de solidarité des handicapés. Donc on travaille, par exemple, toute la France travaille ou alors après il y a des administrations qui obligent les salariés à prendre des récupérations ou poser des jours de ils ne doivent pas les obliger très non, ils ne forcent pas non plus, non, c'est vrai. Je pense que ça doit être assez facile à négocier. Tu es obligé de ne pas venir travailler lundi. Non. Ça, je pense que ça doit pas être. Mais par exemple, il y a école lundi, votre fille à école? Non. Ah oui, donc c'est férié quand même. Ouais, donc il n'y a pas école. Luc est chef d'un quartier dans l'agglomération de Nouméa. Il est armé, il se défend évidemment avec ses amis, il protège, j'imagine, sa famille. Il y a quelque chose que vous avez dit sur lequel je voudrais revenir. A priori, il y a des renforts qui sont arrivés sur l'île. Et vous me dites, vous ne les avez pas vus, ni l'armée, ni la gendarmerie? Oui, alors qu'on est en état d'urgence, les renforts qui sont arrivés cette nuit ont servi vraisemblablement à remplacer les effectifs qui étaient épuisés et qui ne pouvaient plus faire le boulot. Donc en définitive, on se retrouve avec à peu près le même effectif, on va dire, efficace qu'avant la crise. Donc j'imagine que c'est uniquement quand les premiers effectifs se seront reposés qu'on pourra considérer que les renforts doublent les effectifs de force de l'ordre. Et donc ça nous projette à du lundi ou du mardi. Donc ça fait très long, vous faites vous faites la protection vous-même. Alors je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que vous êtes armé? Non, on n'a pas le choix, Pascal. Les gens d'en face sont armés et alors on voit les fusils dans les bennes quand ils passent en bas de chez nous. Ils tirent sur des quartiers résidentiels. Les forces de l'ordre nous informent qu'il faut absolument qu'on ait de quoi se défendre parce qu'ils ne pourront pas nous venir en aide. Donc bien évidemment, nous sommes armés parce que parmi nous, il y a, figurez-vous, des chasseurs, des tireurs sportifs, et bon, il y a même des sportifs puisqu'on trouve des battes de baseball, il y a des jardiniers puisqu'on trouve des outils de jardin. Enfin, tout est bon pour défendre nos foyers sur les barricades qu'on a érigées pour protéger notre quartier. Mais en ce moment-là, vous me parlez d'où ? Alors là, je suis rentré chez moi pour pouvoir vous parler confortablement, mais je vous parle depuis le lotissement dans lequel nous sommes depuis presque une semaine et nous ne pouvons pas en sortir. Donc vous n'êtes pas sorti. Alors il y a des problèmes peut-être de ravitaillement également. Je ne sais pas comment vous allez tenir. Je ne sais pas si vous avez assez d'eau, assez de victuailles pour tenir quelques jours.
Il y a de vrais problèmes de ravitaillement à venir puisque les stocks dans les maisons s'épuisent. Il y a des problèmes de médicaments également. Donc il faut faire le nécessaire pour obtenir des médicaments en ouvrant une pharmacie en allant chercher le pharmacien, etc. C'est compliqué. Et alors il faut aller le chercher par la mer. Enfin, c'est délirant ce qui se passe. En fait, on est sur un théâtre de guerre. Et tout est rasé, tout est cassé, tout est démoli, c'est ce qu'on nous disait hier et que vous confirmez, il n'y a plus un commerce de viable, je ne sais même pas comment l'île va pouvoir repartir une fois que les choses seront apaisées. Ce qui est terrible, c'est qu'on vivait une situation économique dramatique avant ces événements-là. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment on va pouvoir redresser la situation. En effet, les magasins et les entreprises sont pillés puis incendiés. Donc ça fait depuis lundi qu'on respire des odeurs de fumée en permanence. Et parce que tout brûle. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, cet après-midi, c'était la mairie de Dimbéa qui était en feu. Hier, c'était le centre de dialyse qui est utile pour énormément de diabétiques sur le territoire. Enfin, tout brûle, oui, c'est atroce. Alors, autour de chez nous, directement, non, sauf les commerces. Mais je veux dire, les maisons limitrophes ne sont pas impactées parce que nous sommes fortement dissuasifs sur les barrages et très organisés parce qu'on veut absolument sauver la vie de nos familles et nos maisons qu'on a payées sur 20 ou 25 ans. Fortement dissuasif, ça veut dire, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes armés et ceux qui arrivent risquent leur vie. C'est ça que vous me dites. Ah, c'est clair, puisqu'ils viennent sur les barrages nous expliquer qu'ils vont venir nous tuer. Ils nous traitent d'enculés de blancs. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont dit ça à un Antillais. Bon, donc vous voyez qu'il y a vraiment plus aucun sens. Et évidemment, ils prennent un très très grand risque à venir essayer de s'en prendre à nos familles, puisque ça sera pas possible. On sera obligé de se défendre coûte que coûte. Témoignage édifiant là encore, comme hier, de Luc qui est sur un barrage, même s'il a pris quelques minutes pour nous répondre et qu'il est chez lui. Vous êtes votre aventure, votre histoire personnelle. Vous êtes sur l'île depuis combien de temps, Luc ? Moi, je suis sur l'île depuis 18 ans. Et vous avez quel âge, sans indiscrétion ? Allez, on va dire que j'ai 49 ans. D'accord. Non, mais vous n'êtes pas ce qu'on appelle un caldoche. Mais vos enfants, peut-être, sont nés sur l'île ? Absolument. Mes enfants sont des Calédoniens à part entière et nous le sommes par la force des choses puisque nous participons pleinement avec toutes les ethnies de ce territoire et à toutes les activités de ce territoire. Donc nous nous sentons absolument calédoniens et absolument pas exclus de cette société, sauf quand on a affaire à des terroristes comme les indépendantistes qui ont lancé ces opérations de destruction massive. Et ce qui est étonnant peut-être à travers nos conversations, et c'est des questions que j'ai posées hier, c'est que vous n'avez rien vu venir. C'est-à-dire que on a basculé en 24 heures dans un autre monde. C'est en tout cas ce que nous disaient tous les témoignages me disent la même chose. C'est-à-dire que on est aujourd'hui vendredi, vendredi dernier, on était dans un autre monde. Et en 24 heures, tout a basculé, comme s'il n'y avait pas eu de prémices, comme s'il n'y avait pas eu une tension qui était palpable au quotidien. Est-ce également votre analyse ? À moitié, parce que les annonces des indépendantistes étaient extrêmement virulentes avec des propos racistes, d'incitation à la haine. C'était tellement énorme, si vous voulez, qu'on se disait qu'on était dans la posture politique. La semaine qui a précédé ces attaques armées de destruction était une semaine ponctuée de manifestations très colorées avec femmes, enfants, etc. Qui venaient finalement défendre une identité kanak indépendantiste. Et pourquoi pas ? Et ça donnait presque envie d'aller avec eux tellement ça avait l'air sympa. Bon, là où on a été extrêmement surpris, c'est que les menaces proférées par les leaders indépendantistes ont pris forme pleinement en ce début de semaine et pour le coup, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. On s'est retrouvé à barricader notre quartier comme on l'a jamais fait
et à se demander chacun quand on venait si on allait passer la nuit. Parce que on se retrouvait en guerre alors qu'on était chez nous tout simplement et qu'on voulait simplement vivre en paix, quoi. Bah merci, vraiment merci et courage à vous. Je le dis à chaque fin d'échange avec un auditeur qui nous appelle de Nouvelle-Calédonie. Si on peut, on sera pas là ce week-end, mais si on peut lundi continuer ce dialogue avec vous, Luc, comme si nous pouvons retrouver évidemment les jeunes femmes avec qui nous avons, les mères de famille avec qui nous avons échangé hier, bah nous le ferons. Courage à vous, vraiment courage à vous et toutes nos pensées vont vers vous. Et puis votre famille, bien sûr, et votre courage aussi de vous battre pour défendre ce qui est votre vie là-bas en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. À 11h42, on va marquer une pause. Et comme nous sommes vendredi, vous savez que ce matin, vous avez écouté ce matin la chronique de notre ami Ombeline, la partition d'Ombeline Roche. Alors, non. je voudrais qu'on ressorte, parce qu'elle a parlé du film Thanks God It's Friday. Thanks God It's Friday. Elle en a parlé, Ombeline. Oui. Vous avez écouté aussi Oui, j'ai écouté. Et ça ne vous a pas... Vous n'êtes pas dit, tiens, on pourrait passer cet extrait-là. On pourrait mettre de tous les vendredis. Bah, en fait, il est au petit déjeuner à cette heure-là, donc oui, ça m'étonnerait. Mais bon, j'étais entre deux tranches de saucisson, c'était un peu compliqué de prendre des notes. Vous mangez du saucisson à 9h. Ah non, bien avant. Mais il est dégoûtant. Du saucisson sec ou du saucisson à l'ail? À l'ail, je vous confirme, à l'ail. C'est une horreur. Ça embaume la régie. Même le micro fait la tête quand je m'approche. Vous connaissez Monsieur et Madame, moi j'aime bien ce jeu-là. Ouais, je le fais souvent. Monsieur et Madame Fonseca ont une fille. Sophie Fonseca. Ah oui, c'est pas mal ça. Sophie Fonseca. Je ne sais pas pourquoi ce jeu qui est idiot. Oui, mais vous l'aimez beaucoup ce jeu. Mais j'adore ce jeu parce qu'il me fait rire. Oui, bah c'est bien. C'est bien de rire. Oui, bah vous riez seul, mais c'est bien, c'est bien. Je pourrais vous dire, monsieur et madame, Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte, ont un fils. Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte, ont un fils. Alors là, non, j'ai pas. Dites-moi. Ferdinand Saint-Malo. J'ai pas compris non plus. Ferdinand Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte. Ah, je l'ai. Mais c'est dur. Il est dur. Monsieur Scroute dans son cartable. Jessica, exactement. Mais oui, vous l'aviez faite. J'ai pas de mémoire. Bon, il est 11h44. Allez, on va essayer de prendre un peu de légèreté, donc avec effectivement, on va parler des tanguis qui sont, paraît-il, il y a un retour des tanguis, mais les tanguis avaient disparu? Non, j'ai l'impression que ces tanguis, c'est une mode. Il y a beaucoup d'enfants. Oui, mais sauf que maintenant les jeunes restent de plus longtemps chez papa et maman à cause de salaires insuffisants, parce qu'on n'arrive pas à trouver un logement avec un loyer décent. Bien sûr. Donc on est tanguis à partir de quel âge? 30 ans, non? Ah non. Non, un peu avant. 25. Là, on est à très film Tanguy déjà. Le film Tanguy, c'était 28 ans. 28, ouais. Moi, je trouve qu'on est Tanguy à partir de 25-26. Oui, voilà, je suis d'accord. Se pose, quand même. Ah oui. Si on fait un doctorat, on est encore chez papa-maman. Oui. Un doctorat, on est encore à 25-26 ans chez ses parents. 8. Bah moi, j'ai fait un doctorat, je suis parti tôt. Un doctorat en drague. Il l'a loupé celui-là. Ça, vous l'avez. Vous avez entendu ce qu'a dit Géraldine? Il l'a loupé. Elle est morte maintenant, la GG. Hein. Non, mais quoi. Bon, elle a racheté tout le stock de quoi? De chemises de Charles Ingalls. Ça y est, vous l'aviez jamais fait celle-ci. Elle part en forêt après. Bon, je vous en prie. Bon, il est 11h45. Oui. À tout de suite et on va parler des tanguis. Si vous êtes tanguis vous-même. Oui, appelez-nous. Ou parents de tanguis. Ah il y a un tanguis qui vient d'entrer là.